Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Je ne vais peut-être pas parler très très fort dans cet épisode, donc montez le volume. Je vais essayer de articuler au mieux, de parler avec une intonation normale, mais il est vrai qu'il est minuit 49 et que je possède des colocs. Donc je vais essayer d'être discrète. Cet épisode est bien sûr donc enregistré à l'heure, toujours dans les temps, mais un peu en last minute. Et ne vous inquiétez pas parce que j'ai quand même bien préparé cet épisode. Comme vous avez pu le voir au titre, This podcast may contain hope. C'est une référence d'abord à l'album de Ray qui vient de sortir ce vendredi. Mais ça rentre aussi dans le thème de tous les autres sujets dont je voulais aborder. Donc c'est parfait. Commençons par le sujet principal, ou en tout cas peut-être le sujet pour lequel vous avez cliqué sur cet épisode, je ne sais pas. Mais en tout cas, commençons par This Music May Contain Hope, l'album tant attendu de notre très chère diva Ray. Alors, pour commencer, j'aimerais parler du message. Qu'est-ce qu'elle raconte ? La première chose et le premier sujet, c'est, je pense qu'on l'a deviné très rapidement avec le premier single Where Is My Husband qui est sorti au mois de septembre, c'est qu'elle parle des hommes, des relations qu'elle a avec elle. Maintenant, quel angle elle aborde, malheureusement, elle aborde le fait qu'elle est seule, que les hommes sont pas top et que finalement, il y a plusieurs problèmes à régler. En fait, on retrouve dans des musiques comme Beware de South London Loverboy, WhatsApp Shakespeare ou Skin and Bones, on retrouve un peu le fait que les hommes ont des attentes envers elles ou en tout cas ils se comportent pas comme elles aimeraient qu'ils se comportent. Ça correspond pas avec l'idée qu'elle a de son mari. De son futur mari en tout cas, ça ne s'aligne pas avec les valeurs qu'elle a et le respect qu'elle attend de la part de la personne avec qui elle est et avec qui elle partage sa vie. Dans Beware the South London Loverboy, on parle de quelqu'un qui a tendance à pas vraiment respecter les personnes avec qui il est, ou en tout cas qui, pas vraiment dans ce sens-là, mais plutôt qui va seulement voir quelque chose de très court terme. Dans WhatsApp Shakespeare, c'est une très belle définition du love bombing. Et puis dans Skin and Bones, là, on a vraiment une musique qui parle de un amour purement charnel. Enfin, pas un amour, mais une attraction purement physique et charnelle, alors que ce n'est pas ce qu'elle attend. Et ça parle aussi, cette musique, des standards que elle se demande si elle veut les baisser, même si en réalité elle sait que non. Elle cite plusieurs parties, elle dit s'il a 2 yeux, s'il a un nez, s'il a un cœur, s'il a des poumons, c'est ok. Mais en même temps, en fait, je conçois pas le fait d'être avec quelqu'un qui veut me faire l'amour sans être amoureux de moi. C'est littéralement ce qu'elle dit. Et dans d'autres musiques, ce qu'on ressent, c'est aussi qu'elle se demande quand est-ce que l'amour viendra, quand est-ce qu'elle va trouver. On sent une impatience. Et ça, on l'a compris très tôt avec Where is My Husband. Ça parle aussi de regretter d'être resté avec quelqu'un, regretter sa présence, qui n'était pas nécessairement bien pour nous, mais on la regrette parce que c'est la passion de l'amour qui nous manque et pas la personne en elle-même. Et ça, je pense que c'est un sentiment qui est assez relatable par tout le monde. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on a pu identifier très rapidement dans son album, et même avant sa sortie du coup. Le deuxième sujet qu'on a pu identifier avec son deuxième single qui s'appelle Click Clack Symphony, c'est les sujets de confiance en soi. Pour elle, il y a une réelle problématique qu'elle aborde, c'est
le fait que du coup toutes ces destructions amoureuses ont atteint sa confiance en elle. Euh, Elle donne une, une forme de remède, elle expose ses astuces, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'on comprend, c'est que elle est dans une dynamique de fake it until you make it, où elle essaye d'aller mieux, elle essaye d'être joyeuse, euh, elle essaye de trouver du réconfort avec sa famille, puisqu'on voit en plus que beaucoup de membres de sa famille ont été impliqués dans cet album, sa grand-mère, son grand-père et ses deux sœurs. Donc on voit il y a une part de réconfort qui vient de sa famille et qui lui permet de se rebooster. Et ça, c'est aussi très très bien illustré justement avec la chanson avec son grand-père, où, où en fait c'est écrit d'une manière où c'est un appel, ou en tout cas c'est une conversation entre les deux. Et du coup, on a vraiment l'impression de assister à une session, une- pas une session, mais justement une réelle conversation entre les deux sur des conseils que son grand-père, avec toute la sagesse qu'il a, peut booster la confiance d'une petite fille. Et en fait, c'est à la fois des conseils et c'est à la fois un message qui se termine en se disant que peu importe ce qu'il se passe, elle restera toujours genre sa petite fille chérie, quoi. Donc voilà. Et puis on a aussi, bah, comme je l'ai dit, je l'ai parlé au tout début de ce truc, ce point, c'est le, le single Click Clack Symphony. Euh, By the way, il est avec Hans Zimmer et ça c'est pour moi un slay atomique de faire un, un feat avec Hans Zimmer. Et ça c'est une musique qui est, en vrai, elle est trop trop bien. Pourtant, elle s'est fait pas forcément. Enfin, j'ai vu pas mal de critiques sur cette musique, je sais pas pourquoi, mais il y en a plein qui étaient en mode ouais, comment tu peux sortir Where is my husband et après sortir ça, genre ça n'a aucun rapport. Et puis c'est moins bien, genre t'as grave fail, t'aurais pu surfer sur la vague de hype que t'avais et t'as sorti ça. Alors que moi, je kiffe cette musique, je trouve qu'elle est trop bien. C'est hyper girly girl, c'est sur. Pour moi, c'est un peu avoir besoin d'être entourée de ses copines, de s'apprêter, d'avoir un boost de confiance pour, bah, en fait, finalement, avoir ce boost, genre, se sentir puissante euh, de cette manière. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai relevée, que j'ai réécrite, qui est dans cette musique, qui dit She's empowered by the sound of us marching, her legs are hurting, but her back is still arching. Donc, genre, elles se sentent puissantes grâce au son genre, de notre démarche. Donc là, ça fait référence au talon. euh, et ses jambes, genre, lui font mal, mais son dos est encore cambré. Et ça, c'est un vrai truc parce que ça parle de plusieurs choses. La première partie, c'est clairement sur le fait que la démarche, l'attitude euh, permet de booster sa confiance. euh, et avec cet effet de gang en fait, cet effet de groupe qui fait qu'on a plus de confiance en soi, qu'on est in. Et après la deuxième partie, elle est assez... elle montre bien le contraste de l'épreuve et du fait que tu fais en sorte de ne pas montrer que tu es en train de traverser une épreuve. Donc voilà, je trouve que cette phrase, elle dit beaucoup de choses, que la métaphore est très bien faite. Props to you. Et sinon, du coup, le dernier message, c'est que finalement, ces deux problématiques, ces deux choses qui l'angoissent et qui la travaillent à Ray, elle décide de les aborder et de les affronter en gardant espoir. Et finalement, c'est vraiment ce qu'il y a dans cet album. Et pour moi, le titre est très très bien choisi parce que l'espoir n'est pas le sujet principal de chaque musique, je dirais. Mais néanmoins, on comprend bien que c'est la solution qu'elle a trouvée pour elle continuer à avancer. Ce qu'elle dit dans la plupart dans ses paroles, c'est que il faut trouver la force de surmonter les épreuves.
que tout ira mieux. At some point, tout ira mieux. Il y a beaucoup de métaphores comme avec les nuages et le soleil. Dans plusieurs musiques, c'est une métaphore qu'elle reprend souvent, qui dit que bah, quand il y a des nuages, il faut se souvenir que derrière, il y a le soleil. Et les nuages, ils vont passer et le soleil pourra de nouveau shine on you. Euh, et en fait, c'est vraiment ça. Je trouve que dans toutes les musiques, peu importe comment elles sont, de quoi elles parlent, comment elles sont rythmées, comment elles sont faites, comment elles sont écrites, on retrouve à chaque fois cette notion de ok, ça va pas, mais it's gonna be okay. Je vais gérer la situation. Que ça soit en fake it until you make it, en, en me disant que simplement c'est une épreuve à passer et il faut que je la traverse, mais que après ça ira mieux. L'espoir est toujours présent. Donc ça, c'est pour les messages. Et pour moi, donc, ça reflète bien euh, bah, l'idée de cet album. Et par ailleurs, je trouve que vraiment, je le redis, le titre est tellement bien choisi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau du son, de la sonorité de cet album, c'est Ray. Donc, bien sûr, si vous avez écouté et que vous n'étiez pas dans une grotte ces derniers mois, vous avez entendu Where is my husband? Et c'est une très très bonne représentation du son qu'elle propose dans cet album. Parce que globalement, ce qu'on retrouve, c'est de la soul qui est rythmée, des influences de jazz. On a beaucoup d'instrumentales qui ressemblent à Amy Winehouse, au burlesque, au cabaresque. Il y a aussi beaucoup de références aux comédies musicales, notamment je trouve un peu à Chicago. Voilà. Et puis on retrouve bien sûr ces influences R&B du début des années 2000. Donc on a beaucoup de choses qui font l'identité de Ray. Donc sur ça, je ne suis pas du tout surprise. J'ai adoré le fait que on retrouve autant de choses. Je m'attendais pas à ce que ça soit justement, comme j'ai dit, très cabaret et burlesque. Je pensais qu'on allait rester dans une soul qui est quand même mainstream. Et ce genre de d'instrumental, d'instru, on en entend plus quand même. Mais j'ai trouvé ça très rafraîchissant parce que du coup c'est complètement autre chose qu'on a l'habitude de voir. Et en plus ça offre souvent un décalage d'avoir des instruments qui sont parfois très anciennes. Je pense à une musique qui est très swing. Je pense que c'est le bon terme. Euh, mais je suis pas sûre. En tout cas, it's giving le jazz de Gatsby. De Gatsby le magnifique. Donc voilà. Et cette musique, c'est I Hate the Way I Look Today. Euh, et, et pour moi, c'est assez marrant parce que du coup, dans cette musique, on a un vrai décalage entre le swing, le jazz des années 30, cette vraie folie des Yay, everything is good, life is good, the world is alright. Avec genre le vocabulaire de maintenant, puisque elle a littéralement des paroles où elle est en mode it's giving, it's giving. Et moi, ça me fait trop rire parce que, enfin, ça me fait pas vraiment éclater de rire, mais je trouve ça très intelligent de contraster ces deux périodes, tout simplement. Donc voilà. Et la troisième chose que, que j'ai à dire sur cet album, c'est comment il est construit. Pour moi, ce qui différencie cet album de tous les autres qu'on a pu entendre récemment et qui fait que c'est vraiment un chef-d'œuvre finalement, c'est la ligne directrice qu'elle a choisie. Cet album, ce n'est pas simplement une capsule de une époque de sa vie, des sentiments qu'elle peut avoir actuellement. Cet album, il a été construit d'une certaine manière qui est
extrêmement cinématographique. D'abord, sur les instruments, sur la manière de construire la production, heu, il y a une utilisation de la prod pour avoir un côté cinématographique. On le voit parce que, notamment, l'utilisation des violons, heu, ils sont utilisés pour plein de choses, mais notamment pour montrer le pouvoir, pour dramatiser, pour faire monter de la tension. Les violons, ils sont hyper importants, dans l'album, heu et c'est pour moi eux qui rendent l'album visuel, en fait. Enfin, en tout cas, c'est un élément. Il y a 2 musiques qui ne comportent pas de violon ou en tout cas qui ne comportent pas, de, jazz, je sais pas comment dire, mais qui sont pas du tout jazzy. Hem, c'est I Know You're Hurting et pour le coup, cette musique, elle est tout à fait cinématique, mais d'un autre type. Parce que là, on n'utilise pas de violon, on va plutôt, ni de musique, symphonique d'ailleurs, on va plutôt, faire passer, la puissance et la tension grâce à l'alliance entre le clavier et la batterie. Et c'est pas forcément, un clavier et batterie, à genre, résonance, jazz. C'est vraiment quelque chose un peu plus rock et je dirais que c'est la seule musique comme ça avec, également Lifeboat qui est elle, heu, je sais pas comment dire, mais un peu l'ovni de cet album parce que là d'un coup on a une musique qui est ultra R&B voire house avec, des vocalismes, de l'autotune en mode DJ Summer, early, années 2010. On a, on a vraiment une, vibe totalement différente, mais finalement une vibe hyper estivale, ce qui correspond avec le titre Lifeboat. Donc voilà, c'est un peu les 2 ovnis de cet album en termes de musicalité, mais ils offrent quand même, cet aspect cinématographique. Donc on garde en fait ce fil rouge et cette ligne directrice. L'autre aspect qui rend, cet album si visuel et qui donne l'impression que c'est réellement un film, c'est parce qu'elle utilise des techniques de voix off dans ses musiques. Donc ça va être soit des introductions parlées, soit des outros qui vont être parlés, ou bien c'est clairement simplement juste des passages pendant la musique pour contextualiser en mode voix off qui commente un film. C'est-à-dire qu'elle va chanter et puis d'un coup, pendant un pont musical, elle va prendre le rôle de narratrice. Et c'est hyper intéressant. Ça, elle le fait dans vraiment plusieurs musiques. Donc, bien sûr, elle le fait dans sa musique qui s'appelle Introduction. Elle le fait dans sa musique de fin. Elle le fait également dans The Shakespeare, Click Clack Symphony. Elle le fait dans Lifeboat, Hide the Way I Look Today. Elle le fait également mince, Goodbye Henry et dans je pense, d'autres auxquels j'ai oublié de noter parce qu'elle le fait vraiment, très, très souvent. Et ça, pour moi, c'est vraiment une manière de, en fait, d'écrire, de mettre du visuel dans une œuvre uniquement audio et j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai jamais entendu, un projet utiliser cette méthode et d'autant plus que c'est quand même assez bien fait puisque justement il y a une alliance entre l'instru et cette narration puisque l'instru va vraiment avoir un côté cinématographique et les ponts musicaux introduisent très très bien cette narration. Donc voilà. Et, et puis pour peut-être faire un focus sur les deux
musiques qui introduisent et qui finissent cet album. C'est également très intéressant de parler de ça, puisque non seulement il y a des voix off et qu'il y a une narration dans ces musiques, mais c'est clairement du contexte. C'est-à-dire qu'elle utilise la musique, la première musique, comme une introduction pour donner du contexte, pour nous plonger directement dans une histoire très mélodramatique, très romantique aussi, euh, et nous emmener vers le sujet. Ça, c'est la première chose avec l'intro. Et puis la fin, mais peut-être que c'est la meilleure musique de fin que j'ai jamais entendue, puisque c'est vraiment une, un remerciement, une ode au travail qui est effectué sur un album et sur un projet comme celui-ci. Euh, D'abord, elle commence cette musique de fin qui dure 6 minutes avec un message d'espoir, avec un résumé en fait de ce qu'elle voulait transmettre dans cet album. Puis, euh, et d'ailleurs, je reviens sur ce point, et elle dit que si on n'a pas trouvé euh, l'espoir qu'on cherchait quand on a écouté cet album, elle nous invite à écouter une nouvelle fois. Ça m'a fait très très rire. Donc voilà. Et puis ensuite, pendant 4 minutes environ, elle cite tout le monde. C'est-à-dire qu'elle roll the credit. Vraiment, c'est un film. Du coup, à la fin du film, tu cites toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Et c'est réellement ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que tu as 4 minutes où c'est juste elle qui dit les noms, qui remercie, qui a fait quoi, et pour qui, et pourquoi, et dans quel cadre. C'est tellement bien fait. Et, euh, et finalement, à la fin, elle remercie tout le monde. Elle remercie les gens d'avoir écouté, d'avoir encouragé ce projet, de l'avoir supporté. Et ça me fait rire parce que je trouve que ça donne vraiment l'impression qu'elle fait un discours à une cérémonie de récompense. Et du coup, j'ai adoré. Voilà. Du coup, ça fait vraiment genre la scène des crédits, puis la cérémonie de récompense d'un film, quoi. Genre comme si elle recevait un Oscar finalement. Donc la boucle is boucled. Voilà. Euh, et puis, je dirais que quand même, il y a un autre dernier point. C'est que, en plus de faire la voix off, elle a aussi un aspect de narrateur. Parce que dans plusieurs musiques, elle s'adresse à la troisième personne. Alors que on comprend qu'elle parle d'elle. Donc en fait, il y a des musiques qui sont uniquement des musiques qui servent de narration. Et la plupart d'entre elles sont des musiques où il n'y a pas euh, ce moment de voix off, ce bridge où elle parle. À part Click Clack Symphony, où elle s'adresse à la troisième personne et il y a une voix off, les autres, je crois pas qu'il y en ait. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que cet aspect de narration, elle arrive à le mettre dans beaucoup de ses musiques, mais pas nécessairement de la même forme. Et elle utilise toujours une forme qui est correcte et adaptée à la musique. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de A à Z. Je ne dirais pas forcément que c'est des musiques que je vais toutes écouter. Pour moi, il y a des skips. Pour moi, il y a des musiques que j'accroche moins, qui me cueillent moins. Voilà. Mais par contre, je pense que à l'heure actuelle, c'est un album qui mérite d'être sacré Album of the Year au Grammy Awards. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est pensé de bout en bout, qui n'est pas uniquement une capsule d'émotions et de sentiments et d'histoires. C'est un récit présenté sous un format avec une réelle direction artistique qui n'est pas simplement marketing avec des couleurs et avec un branding, c'est réellement une mise en forme. En fait, c'est la mise en forme qui est pour moi choquante, tout simplement. Bref, peut-être que nous pouvons passer sur ce sujet. En tout cas, j'espère que
j'ai été, compréhensive et concise sur le sujet de cet album. Et je l'ai vraiment fini de l'écouter, juste avant d'enregistrer ce podcast. J'ai juste mis un petit peu en forme mes notes pour que ça soit, bah, que ça découle, les idées découlent finalement. Mais sinon, j'ai eu qu'une seule écoute. J'en ai liké plusieurs. Je pense que mes préférés, c'est, Skin and Bones et Happier Times Ahead. Bien sûr, Where is My Husband? C'est absolu cinéma. Et je dirais que Click Clack Symphony, c'est aussi une de mes préférées. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que bah, vous avez aimé cette petite review. Maintenant, comme je l'ai dit, ce podcast may contain hope. Et il y a beaucoup de messages d'espoir qui ont été transmis, mais pas uniquement grâce à Ray, mais aussi par d'autres artistes ou d'autres figures emblématiques euh, qui ont de l'espoir ou qui nous donnent de l'espoir. La première chose, bien sûr, c'est que je suis obligée de parler de cette grosse annonce qui a eu lieu en début de semaine. Céline Dion is fucking back. Les gars, Céline Dion est de retour. Alors, pour moi, c'est un signe d'espoir. C'est un signe qu'il ne faut jamais désespérer. Puisque Céline Dion, quand même, euh, je pense que c'est un exemple de résilience. Moi, je ne suis pas fan de Céline Dion. C'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Je n'ai pas été élevée avec Céline Dion. Euh, mais cette femme, on pensait vraiment que plus jamais on pourrait la revoir sur scène. Et c'est un signe d'espoir, c'est un signe de combativité, de puissance, de pouvoir, euh, dans plusieurs sens. Je pense que c'est aussi de l'espoir pour nous, ou en tout cas pour le peuple français, pour la population française qui peut-être avait perdu espoir justement de la revoir sur scène. Et Dieu merci, cette population française va être rassasiée puisqu'il y aura 10 dates à la Défense Arena. Donc de quoi voir Céline une fois, parce que essayons de prendre des tickets que pour une soirée et de laisser la place aux autres. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est trop bien que Céline revienne. Moi, je voulais en parler parce que, en fait, j'ai trouvé que bah, déjà ça rentrait bien dans le thème de la semaine, mais aussi parce que en France, euh, je trouve qu'il y a peu d'artistes intergénérationnels qui sont francophones, dans le sens où je pense que les grandes stars de nos parents, ce ne sont pas les grandes stars des jeunes. Et je pense que peut-être l'une des seules personnes francophones qui arrive à le faire, c'est Céline Dion. Euh, Peut-être que je me trompe et que c'est juste que j'ai pas les noms en tête. Mais du coup, je trouve ça assez impressionnant. Et puis par ailleurs, c'est la seule qui a du coup l'occasion et l'opportunité de mettre en place une campagne marketing pour l'annonce de sa tournée qui est absolument au top. J'aimerais voir plus de choses comme telles se faire dans l'industrie musicale française parce que francophone, parce que moi j'adore ce genre de choses. Le teasing, on a utilisé la Tour Eiffel, on a utilisé France Télévisions et surtout les affiches. C'est quelque chose que les Américains font beaucoup de teaser avec des affiches, avec mince, comment ça s'appelle? Des, des billboards. Non, c'est ça? Je crois que c'est ça. Pour teaser, en fait, une annonce. Mais nous, on le fait pas du tout comme ça. C'est encore très traditionnel. Alors, c'est fou de dire ça, hein, mais c'est encore très traditionnel à le faire sur les réseaux sociaux. Et c'est absolument fou de dire que c'est traditionnel de le faire sur les réseaux sociaux. Mais en fait, maintenant, je trouve que c'est un peu genre boring de juste annoncer un album ou d'annoncer une tournée en postant quelque chose. Ou en postant une vidéo, hein. Franchement, un vidéo, un post, une vidéo, un post. Voilà, je trouve que c'est un peu chiant. Alors que donner des indices, moi je suis friande de ce genre de choses. Donner des indices, montrer qu'il va se passer quelque chose, montrer qu'il va y avoir une annonce pour que tout le monde, soit devant sa télé ou soit sur le Instagram de Céline Dion, à l'heure indiquée,
pour moi, ça, c'est du absolu de cinéma. Et j'aimerais qu'il y ait plus de choses comme ça en France qui se passent. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que les grands artistes actuels, ce ne sont pas des artistes intergénérationnels. Alors, ce n'est pas un critère obligatoire pour faire ça, hein, mais je pense juste que, par exemple, France Télévisions, ils vont pas traiter Théodora de cette manière, puisque c'est pas une artiste intergénérationnelle, quoi. Genre, Théodora, certes, c'est la plus grande artiste actuellement en France, mais je pense que c'est pas une légende encore. Du coup, genre, ils vont pas lui donner ce traitement de faveur. Donc voilà. C'était un peu le deuxième sujet. Le troisième sujet et le troisième symbole d'espoir, c'est Arthur Fils, qui est, si vous ne le connaissez pas, un jeune joueur de tennis français qui, en fin de semaine dernière, vendredi dernier, s'est qualifié a disputé une demi-finale du Master 1000 de Miami. Et c'est devenu le plus jeune français à se qualifier pour les demi-finales d'un Master 1000. Malheureusement, il a perdu 6-2, 6-2 contre l'EK en demi-finale. Mais pourquoi c'est un message d'espoir? Déjà parce que c'est premièrement une prouesse sportive. Euh, c'est quand même pas simple de faire ce genre de choses, surtout que même si certains aiment critiquer le tennis français, en réalité, on a eu simplement peu de chance puisque notre génération dorée a été en même temps que la génération du Big Three, donc forcément que c'est un peu plus compliqué de faire des grands résultats, mais bah, son gars, mon fils, euh, bon, c'est vraiment les deux principaux, donc j'ai pas envie de citer les autres parce que je pense que Gasquet, bon, voilà, on va les citer quand même, mais voilà. Euh, Bah, ils ont fait des choses quand même, et le fait que, voilà, on a une relève actuellement qui peut battre ses records de précocité et qui peut bah, essayer de se confronter à quand même ces grands athlètes français, bah, c'est plaisant. C'est de l'espoir qu'on donne à la jeunesse du tennis. Il a 21 ans et c'est aussi un signe d'espoir parce que Arthur Fils, la saison dernière, il a eu beaucoup de blessures. Il a fait presque une année à blanc sur les grands tournois. Il a beaucoup abandonné quelques semaines ou quelques jours, des fois, avant des grands tournois, avant des grands chelems, parce qu'il était blessé. Et du coup, ça fait plaisir de le voir retrouver sa forme physique. Et ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est que après sa défaite, il a expliqué qu'il se sentait bien physiquement, que ça, il était rassuré et qu'il était content de pouvoir retrouver son niveau physique. Malheureusement, le point qui est moins rassurant, et en tout cas le point d'amélioration, c'est le fait que sa défaite, il la met plus sur le mental, sur la fatigue mentale, sur le fait qu'il faut qu'il réussisse à trouver une stabilité euh, quand il joue des matchs importants, pour trouver l'énergie et pour réussir à se concentrer et à faire les choses qu'il sait faire en fait finalement. Et ça, pour ça, on peut simplement que espérer qu'il puisse trouver cette stabilité mentale et cette énergie mentale afin de nous donner des résultats à cette même hauteur, voire encore plus haut finalement. Donc voilà, j'espère qu'on pourra retrouver Arthur Fils le plus loin possible à Roland-Garros cette année. Ça serait trop cool de voir un Français une nouvelle fois aller en deuxième semaine, en tout cas du tournoi. Donc voilà. Euh, le troisième euh, autre exemple d'espoir, c'est l'équipe de France de football qui a disputé 2 matchs amicaux la semaine dernière, enfin cette fin de semaine dernière. Et c'était pour moi 2 matchs réussis. Déjà, la première chose, c'est que je tiens à dire à tout le monde que les journalistes du monde entier ont été choqués. Je pense que après ces 2 matchs amicaux, le monde
est plutôt d'accord pour dire que la France est l'une des nations qui est favorite pour la Coupe du Monde. Ça veut pas dire que c'est la meilleure. Ça veut pas dire qu'elle va gagner. Ça veut simplement dire que comme peut-être une petite dizaine d'autres pays ou une petite dizaine d'autres nations, elle est favorite. Euh, Moi, ce que j'aime entendre et ce que j'aime voir, c'est quelque chose qu'on avait aussi vu il y a quelques années, mais que pour moi, j'adore voir ce genre de choses. C'est quand le monde découvre notre équipe B. Parce qu'en fait, il y a un vrai truc que je pense en France, on ne se rend pas compte. Parce que notre équipe B, on la connaît. Du coup, on a l'impression que c'est genre, oui, enfin voilà quoi. Et en fait, nous n'avons pas de réelle équipe B. Genre, nos remplaçants, genre les joueurs qui sont le moins souvent titulaires, ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Et qui sont titulaires dans les meilleurs clubs du monde. Euh, Enfin, voilà, on vit dans un monde où Kanté n'est pas titulaire. Donc, voilà. Moi, je voulais juste balancer cette information où je sais pas si certains se rendent compte que notre équipe B est plus forte que la plupart des équipes A. Voilà. Et c'est finalement une preuve que nous avons eue pendant ces 2 matchs amicaux, puisque afin de tester tout le monde et tester des combinaisons et de voir le niveau de chaque joueur, Didier Deschamps a fait jouer la moitié des joueurs contre le Brésil et l'autre moitié contre la Colombie. Donc à peu près tout le monde, sauf Chevalier, qui est le 3e gardien, a eu du temps de jeu. Et pendant le match contre la Colombie, globalement, on n'avait que des gens qui sont a priori pas titulaires. Et on l'a battu. Mais on l'a pas battu 1-0, hein. On a battu 3-1. Et les Colombiens, ils avaient leurs meilleurs joueurs, hein. Ils se sont fait... Enfin, genre, c'est la honte. Les gars, c'est la honte. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que nous, on trouve que, genre, c'est normal que la France batte la Colombie, mais en réalité, c'est trop la honte pour la Colombie de se faire battre par cette équipe de France. Genre, les gars, enfin, il y a des gens, on n'avait pas entendu parler d'eux. Enfin, sur le terrain, il y avait un gars, il s'appelle Kalulu, enfin, MEDR. Ce gars, on n'en a jamais entendu parler. Et du coup, ça m'amène à parler des nouveaux talents que j'ai découverts pendant ces matchs amicaux. Euh, Puisque moi, je ne suis pas le foot en club. Ou bien je le suis... Bon, par exemple, j'ai regardé le match de la Champions League du PSG, la finale. Bon, voilà. Ok, parce que c'est la finale et c'est le PSG, quoi. Mais je ne suis pas les clubs parce que c'est trop, en fait, à suivre, sinon. Mais du coup, j'ai quand même découvert plein de nouveaux talents. Ce que j'ai préféré, c'est du coup Lacroix qui est défenseur. Kalulu également défenseur. J'ai beaucoup aimé Aklilouche aussi. Je crois qu'il est milieu offensif ou bien simplement milieu. Et bien sûr, Etikité qui était... je pense que ce gars, il a été acclamé de partout. Qui est un attaquant et je crois qu'il a marqué un but. Enfin, il a marqué un but contre le Brésil et un but contre la Colombie, je crois. Voilà. Maintenant, la question, c'est qui restera parmi toutes les personnes qui ont été proposées là, qui va être sélectionné pour la Coupe du Monde. Je crois avoir entendu des doutes sur Kamavinga, qui a priori serait un peu décevant compte tenu de ses multiples années en équipe de France. Apparemment, Kolo Muani serait en danger. Moi, je refuse d'entendre ça, puisque Kolo Muani, enfin, Kolo, quoi. Moi, je l'adore. Ce gars, il a été formé à Nantes, donc je peux que l'aimer, en fait. Gusto serait également en danger. Et puis, Cherki. Parce que Cherki fait débat. Il y en a plein qui n'aiment pas son attitude. Du coup, ils pensent que Didier Deschamps ne va pas le sélectionner parce que il n'a pas une attitude très collective. Il n'est pas très centré collectif. Donc, voilà. Donc, écoutez, les personnes qui sont en danger, gardez espoir. Et voilà. Ouais, je vais essayer de placer le mot espoir à chaque fois que je fais un sujet parce que c'est le thème. Du coup, il faut que je garde ma ligne directrice. Bref. Et en parlant d'espoir, enfin, peut-être, nous allons pouvoir espérer des bons résultats pour Ferrari
dans cette nouvelle saison de F1. Les gars, je me suis retenue d'en parler depuis 3 courses. Donc là, c'est le moment. Il y a eu 3 Grands Prix. Et pendant ces 3 Grands Prix, il y a eu 3 podiums pour Ferrari. Certes, 3 troisième places. Mais il y en a eu 3. D'ailleurs, il y a eu le premier podium de Lewis Hamilton. Moi, écoutez, je sais que certains disent qu'il y a un trop gros écart entre Ferrari et Mercedes. Mais sachez que cette première année avec les nouveaux moteurs, première année avec la nouvelle réglementation, tout est possible. Vraiment, il y a tellement de changements qui sont faits à la minute, à la seconde sur les voitures, que tout peut arriver. Donc moi, je garde espoir pour Ferrari. Je sais pas pourquoi, mais Ferrari, cette année, je les aime bien. Et je crois que je suis la seule personne dans F1 que je connais qui change de genre constructeur et de pilote préféré par saison, voire pendant les saisons. Je suis tellement pas attachée à quelqu'un que je suis hyper volatile moi comme meuf. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais désormais aller me coucher puisqu'il est 1h30. Et vous m'excuserez s'il n'y a pas eu de jingle et il n'y a pas eu de montage parce que, je le rappelle, il est 1h30 du matin. Des bisous et à la semaine prochaine.